Bonjour Thomas Vauclair, bienvenue sur Cyclisme Actu en cette fin de saison 2024. Tout simplement, j'aimerais savoir comment va le sélectionneur de l'équipe de France en cette intersaison. Qu'est-ce qui se passe pour Thomas Vauclair? Eh bien, bonjour à toutes et tous. Ce qui se passe, c'est que c'est un temps un peu calme, mais dans le bon sens du terme, hein. C'est vrai que, eh bien, comme pour tout le monde, c'est la période un peu creuse et c'est la période que je mets à profit pour voilà établir un petit peu. Alors déjà prendre du temps d'un point de vue perso aussi, hein, avec les enfants, mais également d'un point de vue professionnel pour, comme je fais souvent, anticiper sur les échéances à venir et ça passe par un suivi, prise de contact, voilà, selon les cas, et puis aussi beaucoup, j'ai envie de dire, de travail euh, des autres collectifs, quoi, de tout ce qui forme la filière route au sein de la Fédération française de cyclisme. Donc c'est clair que c'est pas parce qu'il n'y a pas de course que on n'est pas en train de d'anticiper sur les déplacements, sur l'hébergement, sur le profil, en tout cas de mon côté, sur le profil des coureurs qui pourraient être appelés, sur les programmations de course, sur qui va où, qui a progressé, qui a eu une année galère, pourquoi, dans l'échange. Et puis ça bouge au niveau du côté des coureurs dans les équipes, mais des fois des staffs. Donc voilà, il faut se tenir au courant de tout ça et puis prendre des contacts et selon la période creuse actuelle. Pas trop dur de repartir après une année 2024 qui a quand même été très intense et forcément très réussie avec ces deux médailles olympiques. On réalise après plusieurs mois comme ça ce succès pendant les JO de Paris 2024 qui ont été réussis. Ouais, ça a été en fait, moi de mon côté, ils étaient réussis avant même la course, j'ai envie de dire, avec l'approche et ce que je ressentais auprès des coureurs. Bon, après c'est une course de vélo. Alors du coup, c'est clair que ça a été plus que, je sais même pas exactement pourquoi j'aurais signé comme résultat, hein. C'est en termes d'état d'esprit de course en fait que je fonctionne. Mais c'est clair que ça a dépassé. Faut pas dire que, enfin, regarder les choses effectivement. Si on nous avait dit qu'il y aurait deux coureurs derrière Remco Evenepoel sur le podium, deux coureurs français, j'y croyais à pouvoir jouer le titre. J'en étais même convaincu. Mais comme je pense d'autres coureurs au départ, il n'y a qu'à voir le pédigré des coureurs qui sont dans le classement. Si vous enlevez juste Pogacar, juste, c'est c'est peut-être pas le bon terme. Si on enlève Pogacar, voilà. Après, d'ailleurs, juste une parenthèse sur Pogacar, je crois que ça aurait complètement la donne hein, s'il avait été là. Donc, il y a des fois, on fait, ah bah tiens, les absents ont toujours tort. Ça m'a pas dérangé qu'il soit pas là. J'avais très peu commenté ça, mais c'est vrai, je suis convaincu que ça aurait complètement changé la course. Bref, ça c'est tant mieux pour nous, je pense. Toujours est-il que pour répondre concrètement à la question, comment on fait? Eh bien, écoutez, je vais être très honnête avec vous, hein. Pour moi, les JO, et le samedi après la course, le lendemain, j'étais au volant de la voiture de Paul Bros qui coachait les filles élites et la page était tournée. C'est dur comme ça, mais moi, c'est comme ça que je fonctionne. Ouais, j'ai pas ressenti les mêmes émotions que vous. J'ai beaucoup entendu parler de cette ambiance, de ces images, de cette ferveur. Moi, j'étais dans la voiture, concentré, et c'est vrai que même quand Valentin a franchi la ligne, j'ai pas eu de réaction dans la voiture. J'attendais de voir ce que ça allait donner Christophe, quoi, parce que je dis normalement, bon, je le disais pas, mais intérieurement, je dis, je vois pas comment il peut faire autre chose, quoi. Donc, et là, après, on a gueulé dans la voiture, ouais, après, quand Christophe a fait la ligne, a fait la médaille, a passé la ligne, tout ça pour dire que, voilà, c'est passé, mais c'est pas plus loin que ça Hmm. l'était quelques jours après. Quelques jours après, je me suis converti en spectateur lambda des Jeux Olympiques à distance, hein, je suis pas resté sur site. J'étais sur l'île de Noirmoutier avec mes enfants. Je regardais un petit peu entre la plage et la télé. Et puis, on pense au championnat du monde, au championnat d'Europe, quoi. Et là, c'est clair que c'est très loin, les JO, mais je tourne la page, mais ça veut pas dire que je suis pas fier et que je ne savoure pas ce que les gars, et que je suis pas fier de ce qu'ils ont fait, de Ouais. l'aventure qu'on a vécue et tout ça, quoi. Voilà, je tourne la page, mais je sais savourer à juste titre, quoi. Parce qu'il faut aussi, il faut. Et vous avez parlé de Tadej Pogacar tout à l'heure. Vous l'avez croisé au Vélo d'Or la semaine dernière. Évidemment, c'est difficile de retenir autre chose de cette saison 2024 d'un point de vue
extérieur, la domination de Tadej Pogačar et du UAE Team Emirates. Vous l'avez d'ailleurs vécu cette domination sur les mondiaux en Suisse, à Zurich. On a ressenti une certaine lassitude du peloton, de certains coureurs, de certaines équipes, des suiveurs du cyclisme, tout simplement. Comment vous l'apercevez, vous, cette année 2024 de Pogačar et cette domination qui est parue assez écrasante? C'est une année à la mer. Hmm. Et à la Merckx, dans une époque qui n'est plus l'époque de Merckx, où tout a évolué, où la concurrence est normalement beaucoup plus mondialisée, où tout le monde a un peu les mêmes méthodes de travail, où il n'y a pas de secret normalement. Je veux dire, voilà, c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que les techniques d'entraînement, le matos, la nutrition, tout le monde est au point, quoi. Donc c'est encore plus fort ce qu'il a fait que pour moi ce que faisait Merckx, puisque des coureurs comme Eddy Merckx, Bernard Hinault, étaient plus fort à la base, quoi. Je veux dire, ils appuyaient sur les pédales. On peut me parler de tactique de course. Voilà, Bernard Hinault, de temps en temps, il me dit, ouais, ben, de toute façon, c'est quand tout le monde est mort qu'il faut en mettre une, quoi. Ouais, mais ça, c'est quand on est le plus fort. Pogacar était le plus fort, alors même que aujourd'hui, dans le vélo, tout est optimisé. Donc, il y a beaucoup de coureurs, hein. Moi, les propos qui m'ont marqué, par exemple, pour rester dans le cyclisme moderne d'aujourd'hui, Romain Bardet, quand il disait bien dans une interview en début d'année que ce que 10 coureurs étaient capables de faire il y a 7 8 ans, aujourd'hui, il y a 40 coureurs capables de le faire dans le peloton, quoi. Ça vous donne un peu une idée. C'est pas quelqu'un qui parle en l'air comme ça, Romain Bardet. Et à côté de ça, on est dans un cyclisme qui s'est mondialisé, où tout a progressé, et on a un coureur qui domine autant que Merckx le faisait. En tout cas, sur l'année 2024. Comment je le perçois? Moi, je trouvais ça magnifique, les exploits qu'il a fait, le panache. Je pense qu'on peut que aimer Tadej Pogacar. Franchement, enfin, moi, je l'adore, quoi. Par contre, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux, je suis désolé, mais quand il part si loin de l'arrivée, après, c'est pour la place de deuxième, quoi. Donc, c'est super palpitant, mais pour la place de deux. Je crois qu'il faut pas résumer néanmoins à Tadej Pogacar, parce que si on prend les classiques avec Mathieu Van Der Poel, ben, il a fait la même à Paris-Roubaix. Et c'était ennuyeux aussi. C'était magnifique, hein, ce qu'il a. Enfin, franchement, quand on voit les images sur les pavés, c'est. Alors, l'autre jour, au Vélo d'Or, justement, on voyait des images de Tom Boonen sur les pavés. On avait l'impression que c'était il y a 40 ans, quoi. Euh, euh, Pourtant, Tom Boonen, c'est la légende de l'enfer du Nord, quoi. Ce que je veux dire, c'est que oui, c'est normal, quoi. On résume cette saison à la domination de Pogacar. N'oublions pas que Vingegaard était parti pour faire une sacrée année aussi avant sa chute, que jusque-là, il avait aussi survolé les débats. Je suis curieux de savoir ce que ça aurait donné. N'oublions pas que Pogacar n'a pas eu d'opposition au Tour d'Italie et qu'il a pu gagner un Tour d'Italie sans forcer au-delà de ses deux contre-la-montre. Donc, il est arrivé frais au Tour de France, hein. Il est reparti travailler en stage en altitude directement après le Giro, c'est pour vous dire s'il a besoin de récupérer. Donc, bien sûr, ultra domination de Pogacar. Le bon côté, c'est que ça attaque de loin de l'arrivée, comme ces dernières années, et c'était super palpitant ces dernières années. Et merci aux grands champions Julien, Van Der Poel, Van Aert et Pogacar de déclencher les courses si loin de l'arrivée parce que c'était super intéressant. Aujourd'hui, Pogacar ou autre, hein, ça peut être Remco Evenepoel par exemple, pas à Liège cette année, mais les 2 années d'avant, quand il s'en va dans la redoute, bah, c'est plus intéressant à regarder. Je leur en veux pas. C'est magnifique ce qu'ils font. C'est les plus forts et ils ont du panache d'attaquer aussi loin. Mais je pense que le sens de votre question, et tout le monde sera à peu près d'accord avec moi, après, on trouve plus trop grand-chose à dire. Une fois qu'on a dit c'est super fort, il y a du panache, c'est extraordinaire, et voilà, il est au-dessus du lot. Et ben même si la deuxième place sur un monument ou sur un championnat du monde, c'est quelque chose qui a de la valeur, on s'emballe pas de la même manière quand quand il y a du suspense pour la victoire, quoi, c'est clair. Et sur un grand tour, c'est pareil. Julien Lafilippe, on sait que vous avez une relation un peu particulière avec lui, forcément, avec ces deux titres de champion du monde. Vous étiez à la tête de l'équipe de France. Changement d'équipe à l'intersaison, il part chez Tudor. Comment vous jugez ce choix, ce changement de carrière? Est-ce que c'est bon pour Julien pour la suite de sa carrière? Oh, ça, c'est la suite qui le dira. Moi, j'ai pas forcément d'avis à donner. C'est pas à moi de juger. Pour revenir à Julien, ce qui me chagrine pour lui, c'est plus la manière dont il a fini la saison 2024 sur une route le long d'un champ à Zurich au bout de 70 kilomètres, alors même qu'il venait de terminer troisième du Grand Prix de Montréal en courant n'importe comment et en faisant n'importe comment. Donc, je pense il aurait sans doute pas tu Pogacar, mais
il aurait pu finir la saison mentalement autrement que ça. Au-delà de ça, sur le choix de l'équipe, je pense qu'il est suffisamment entouré avec de l'expérience pour, voilà, mon avis est qu'il a bien choisi. Mais ça, de toute façon, mon avis compte peu. Ceci dit, si on regarde concrètement, avec l'année qu'il avait vécue de par les déclarations de son patron, qui d'ailleurs a un petit peu passé la main au sein euh, de la structure à laquelle il appartenait. Donc, tout simplement, ça sert à rien d'anticiper ou quoi. On verra bien. Il faut qu'il travaille dur. On sait que Julien, c'est un gros travailleur. Je pense qu'il est dans une équipe qui est staffée pour l'encadrer comme il faut. Et voilà, je crois qu'il faut, au-delà de parler de changement d'équipe ou quoi, faut retenir le niveau auquel Julien était revenu en 2024 depuis le Giro. C'est ça qu'il faut retenir en fin de compte par rapport à 2023, 2022. Parce que si on nous avait dit à vous, à moi, avant le Giro, que Julien, il allait gagner une étape au Tour d'Italie de cette manière-là, qu'il serait tous les jours devant, qu'il allait être dans le jeu à la pédale sur des courses avec du dénivelé avec les meilleurs du monde, comme à Montréal ou aux Jeux Olympiques où il arrive dans le groupe pour la médaille. Hein. Franchement, on n'y aurait pas beaucoup cru parce que ça fait 2 ans qu'il recherchait son meilleur niveau. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Et on avait parlé, le départ de Patrick Lefebvre, ça vous évoque quelque chose? Vous l'avez côtoyé pendant des années, c'est évidemment une figure historique du vélo. Est-ce que ça vous évoque quelque chose, vous? Non, ça m'évoque rien du tout. Ok. Voilà, Patrick Lefebvre, j'ai pris le plaisir à le saluer quand je le vois. Je n'oublie pas qu'il a été très voilà facile, très sympa lorsque Julien était à son prime et que j'étais en contact quand Julien venait en équipe de France. Ensuite, avec l'avènement de Remco Evenepoel, voilà, je n'oublie pas non plus quand voilà, j'ai pas de relation Hmm. autre que donc ça ne m'évoque rien du tout, Pas de souci. tout simplement. Mais j'apprécie le bonhomme, il me fait sourire, quoi. Voilà, on va dire ça. Si on revient un peu sur le mercato, on Tout peut de même, plonger. je peux juste rajouter, on est Ouais. obligé d'avoir quand même du respect pour l'ensemble de son œuvre, ne pas rester sur ses déclarations aussi mal placées, peut-être volontairement, elles ont été en 2024. On est obligé de retenir quand même le manager que ça a été, parce que on a beau dire, il y a quand même eu pendant un paquet d'années à la Quick Step un, un esprit collectif Hmm. qu'il n'y avait pas forcément ailleurs, et ça peut venir que de quelqu'un en haut, quoi. Mais voilà. Si on prend un peu de recul sur le mercato en général, et même le cyclisme en général, on a encore eu des cas de transferts un peu litigieux. On a eu Maxime Bangils l'année dernière, on avait eu Ken Wistebroeks, des coureurs avec leur agent qui partent un peu au clash, entre guillemets, des notions d'argent qui rentrent en jeu. On a l'impression d'avoir un peu une footballisation du cyclisme, c'est un peu le terme qui revient parfois. Quel est votre regard, vous, là-dessus, sur cette évolution du mercato, des relations entre les coureurs, les agents et les équipes? En fait, dans les textes, ça n'a pas beaucoup changé. Hmm. Ça n'a même pas changé dans les textes. Je suis pas un pro de la réglementation, mais si je dis pas de bêtises, pour quitter une équipe lorsqu'on a un contrat, sauf si on a une clause particulière qui permet de rejoindre une équipe à l'échelon supérieur, ça peut arriver. Sinon, il faut un accord de l'équipe qu'on laisse, un accord de l'instance internationale et un accord de l'équipe, un accord tripartite. À partir de là, dans l'idée générale, ça, pour moi, du fait qu'il y a plus d'argent dans le vélo aujourd'hui qu'à mon époque, et à mon époque, il y en avait plus qu'à l'époque de Bernard Hinault et tout ça. Aujourd'hui, il y a vraiment des sommes très très importantes qui sont engagées dans le vélo. Quand on dit qu'on va vers une footballisation, c'est comme si on diabolisait, mais il faut peut-être plus anticiper ça, Hmm. qu'on va pouvoir rester dans le vélo évolue en général. Est-ce que les contrats évoluent aussi? Aujourd'hui, il y a des coureurs qui signent des contrats sur 5 ans, 6 ans. C'était juste inenvisageable il y a encore une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Donc en fait, ça évolue. Donc moi, je ne suis personne pour dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais c'est clair que chaque année, là, on voit un transfert Tom Pitcock à cette époque-là de l'année, ça n'arrivait pas, ça. Alors, mais si je dis pas de bêtises, il était encore sous contrat. Donc voilà, c'est un peu comme sur l'ensemble de l'année. J'observe beaucoup, je parle peu, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que les coureurs soient bien encadrés, parce que l'intérêt des agents n'est pas toujours l'intérêt du coureur. Et, c'est vrai qu'il faut que l'entourage familial et un peu plus profond soit aussi bien au fait de ça, quoi.
On a C'est, en fait, l'impression. c'est pas, ça m'inquiète pas tellement. Ça m'inquiète, Ok. il y a un côté qui m'inquiète un peu davantage. C'est le jeunisme à outrance, mais alors il y a un bon côté parce que les très jeunes sont très performants très tôt et ça, je trouve ça, moi qui étais comme beaucoup convaincu que le vélo était un sport à maturité tardive, qu'il fallait attendre 27 ans pour avoir son meilleur niveau, ben, force est de constater que ce n'est plus vrai. Tant mieux pour les jeunes. Moi, j'adore les jeunes, mais je pense à ceux qui sont appelés, mais qui sont pas, voilà, qui sont recrutés, mais qui ne vont pas faire carrière, quoi. Qu'est-ce qu'ils deviennent, ceux-là? C'est plus à ceux-là que je pense plutôt qu'à ceux aux quelques-uns sur les vingtaines, trentaines chaque année qui montent, à qui on fait croire qu'ils vont faire carrière, qui dédient leur vie au vélo, peut-être en laissant l'école de côté, en se coupant de liens sociaux aussi. Et puis, au bout de 2 ans, 3 ans, voilà, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que j'ai l'impression que si on n'est pas professionnel à 19 ans, c'est foutu. Et Hmm. au-delà de ça, j'ai l'impression que si on n'est pas professionnel tout court, eh ben, le vélo, c'est foutu. Et je suis convaincu qu'on peut, être passé professionnel plus tard, mais aussi et surtout, être épanoui en faisant du vélo à haut niveau, c'est pas un échec de pas passer professionnel. On peut être épanoui en pratiquant du sport à haut niveau et d'avoir un autre projet professionnel à côté. Quoi. Je crois qu'on oublie un petit peu ça, le plaisir de faire du vélo à haut niveau ou pas à haut niveau d'ailleurs. Le vélo, ça reste devant si on n'est pas professionnel. Un message qui est important de faire passer, effectivement, parce que le vélo, c'est avant tout un plaisir et un moyen de transport très, très intéressant pour tout le monde. Si on prend un peu le prisme des équipes françaises, on a l'impression que justement cette évolution du cyclisme avec énormément d'argent, toujours plus d'argent, toujours plus de moyens mis en œuvre, les équipes françaises ont un peu de mal à suivre le rythme. On a eu beaucoup de managers qui ont tiré la sonnette d'alarme pendant l'intersaison, on pense notamment à Manuel Hubert avec Arkea. Le cyclisme français est-il en danger de ce point de vue-là? Alors, alors ça serait facile, j'en entends beaucoup qui disent ah, il faut faire comme ci, il faudrait faire comme ça, faut qu'ils arrêtent de se plaindre, ou alors faudrait faire. Je crois que c'est très très compliqué. Je suis même convaincu que c'est très compliqué et que les managers d'équipes françaises ou d'équipes de vélo en général, hein, comme les managers de clubs professionnels quelque part, ont beaucoup de mérite parce que il y a une entreprise à faire tourner, il y a des salariés à faire vivre et puis il y a des objectifs à atteindre, tout ça avec la pression du résultat, des contrats commerciaux à renégocier et une belle image à dégager, des résultats à aller chercher. Donc voilà, penser à la formation, c'est vraiment. Donc je ferai certainement pas le donneur de leçons. Est-ce que le cyclisme français est en danger? Il faut voir aussi le bon côté des choses. On est le pays qui a de très loin le on a 4 équipes pour le tour, on a des équipes pro-continentales qui sont très saines, enfin une. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a un gros réservoir. Au-delà de ça, est-ce que les équipes françaises sont pénalisées de par la fiscalité, comme ça peut être le cas dans d'autres sports? Je ne pense pas disposer suffisamment, je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne connais pas assez, je ne suis pas à leur place et je préfère les écouter plutôt que de commenter voilà, des situations, puisque je suis pas fiscaliste, je suis pas expert et je suis pas manager d'équipe. Donc, je me garderai bien de porter un jugement sur telle chose. Mais en tout cas, je n'ai pas le sentiment qu'à court terme, le cyclisme français soit en danger. C'est quand même un sport historique. On a le Tour de France qui est un vecteur de communication énorme, euh, qui, qui est une course de vélo, mais qui est la seule course de vélo qui dépasse le cadre du vélo, justement, qui est un événement historique, qui fait partie du patrimoine français au-delà du sport. Et puis, on a toutes les courses en France. On est le pays qui organise le plus de courses. Je pense qu'on organise le plus de courses. Je parle d'un point de vue professionnel, plus que l'Italie, qui est aussi un pays historique de vélo, qui n'a plus d'équipe World Tour au plus haut niveau. Et pour terminer là-dessus, voilà, le cyclisme français est pour moi en bonne santé. Il y a des jeunes qui arrivent, il y a des équipes de jeunes. Donc, pour moi, le cyclisme professionnel français n'est pas en danger, pas à court terme. Je pense qu'il faut plus encore être vigilant sur le cyclisme dans 10 ans, 20 ans. Et là, je pense plus au club, quoi. Et je sais que voilà, c'est la problématique parce que si on n'a pas de club, si on n'a pas de courses de jeunes d'organiser ou voilà, de courses, si les clubs ne vivent pas, et si c'est trop dur pour les clubs de vivre, donc là, le cyclisme français sera en danger. Donc je sais que il faut que beaucoup de monde ont conscience de ça et que c'est ça, en fait, qui est important parce que après, les équipes nationales, les entreprises qui s'engagent pour parrainer une équipe,
C'est vrai qu'elles viennent dans le vélo souvent parce que les grands dirigeants aiment le vélo, puisqu'il y a des boîtes, il faut qu'elles fassent de la communication. Et si on aime le basket, on va dans le basket. Si on aime le rugby, on va dans le rugby. Mais c'est un fait, le vélo est un bon vecteur de communication et on n'investit pas dans le vélo pour perdre de l'argent, mais pour avoir des retombées en termes de notoriété, des retours euh, euh, que ce soit pour ses collaborateurs ou pour ses employés ou pour l'image que ça donne. Et le vélo est un sport qui est énormément adulé par le public, puisque que ce soit Pogacar ou le 135e du classement général du Tour de France, les valeurs de travail, de souffrance, d'abnégation, d'ambition et de pas baisser les bras, de courage, elles sont partagées par tous les acteurs de ce sport, quoi. Si on se projette un peu sur 2025, évidemment, on a eu une année 2024 très riche du point de vue de l'équipe de France, mais 2025 s'annonce également très intéressante. On a les mondiaux au Rwanda à Kigali, avec un parcours a priori pour grimpeurs. On a les championnats d'Europe en France, Andro-Mardèche, sur un parcours qu'on connaît très bien et qui s'annonce également très difficile. Comment on aborde ces deux épreuves pour l'année prochaine en tant que sélectionneur, Avec ambition, avec beaucoup d'ambition, comme de toujours? réalisme, de réalisme. Voilà les parcours, bien sûr que je vais pas vous dire que je vais voir commencer en temps utile. Je sais exactement où on va mettre les roues. Je sais à quel type de coureur ça peut s'adresser selon comment la course se déroule. Autant de voir quel coureur les prépare un objectif, que ce soit pour les mondiaux ou pour les championnats d'Europe. Et puis, il faut aussi et surtout attendre, prendre le temps de voir comment se déroule la première partie de saison 2025, comment se passe l'hiver 2024-2025 selon les coureurs. Et ça va être deux. Alors, pour la France, ça sera un temps fort, évidemment, parce que c'est à domicile. Les championnats d'Europe, c'est pas une épreuve au rabais. C'est vrai que ça arrive la semaine qui suit le Rwanda. Ça s'adresse peut-être au même type de coureurs, selon la perception qu'on peut en avoir. Donc, clairement, c'est deux challenges excitants, très excitants à double titre. Premier championnat du monde en Afrique, avec une ferveur populaire, mais je sais même pas si on s'imagine. Je crois pas qu'on aura déjà connu ça sur un championnat du monde. Même à Louvain 2021, post-Covid, la Belgique, un pays fou de vélo, je crois que à Kigali, ça va être un truc de malade, donc faut en tenir compte. Il y a les conditions météo, l'acclimatation aussi, le type de parcours, l'opposition. Si le Slovène décide de s'énerver à 100 km de l'arrivée, eh bien, ça pas la même course que s'il y a une course d'attente. Les chiffres, hein, 270 km, 5300 mètres de dénivelé, vous rajoutez à ça la chaleur, l'humidité, une bonne boucherie, quel que soit le déroulement de la course. Et puis dans la semaine suivante, il y a les championnats d'Europe en France, c'est vrai. Donc voilà, j'ai déjà hâte d'y être, même si on est à la mi-décembre. Et j'espère, et je sais que des coureurs ont ces deux échéances en tête, et j'espère avoir du mal à bâtir la sélection pour avoir vraiment beaucoup de mal à bâtir, mais dans le bon sens du terme, à bâtir la sélection pour ces deux événements. C'est la première fois un tel enchaînement mondiaux Europe en une semaine. Ça se prépare d'une manière particulière? Ouais, de toute façon, ça se prépare toujours d'une manière particulière selon les parcours ou quoi. Mais là, c'est clair que dans ce sens-là, d'avoir le championnat du monde et une semaine après, c'est déjà arrivé 2 semaines après, notamment l'année en 2023 avec Glasgow et ensuite les championnats d'Europe. Il y a déjà eu l'enchaînement dans le sens mondial. Dans les années classiques, c'est championnat d'Europe et ensuite les championnats du monde 15 jours après. Je parle des courses en ligne. Là, c'est vrai que c'est la première fois qu'il y aura le championnat du monde et une semaine après la course en ligne du championnat d'Europe, sachant que le championnat du monde n'est pas sur le même continent, même s'il n'y a pas de décalage horaire, et que c'est un championnat du monde hyper exigeant. Donc voilà, ça se prépare chacun à sa manière. Nous, de notre côté de l'équipe de France, on a notre manière de l'aborder, que ce soit chez les élites hommes, les élites femmes et les catégories de jeunes filles et garçons. Et voilà quoi, mais c'est clair qu'on n'a pas la science infuse et que on est sur le sujet, on travaille dessus et ça s'improvise pas, mais on n'a pas commencé il y a une semaine pour préparer tout Hmm. ça. Je sais que ma question va pas forcément vous plaire, vous n'allez pas forcément faire un choix, mais champion du monde à Kigali ou champion d'Europe à domicile en France, Andro-Mardèche, si vous aviez un choix à faire, vous feriez lequel? Les deux, Évidemment. les deux. Voilà, mais non, ça c'est bon.
c'est comme si vous demandez à un coureur est-ce qu'il préfère gagner une étape du Tour de France ou Hmm. porter le maillot jaune ou être champion de France. C'est dans le vélo, on choisit pas. On essaye d'aller chercher ce qu'on peut aller chercher. Un dernier mot, Thomas, pour finir cette interview sur l'année 2025. Si vous aviez une petite envie comme ça qui sort un peu du lot pour l'année prochaine en tant que sélectionneur, en tant que consultant, en tant que suiveur du cyclisme, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui vous ferait plaisir? Ce qui ferait plaisir, c'est que la France remonte dans la hiérarchie mondiale. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a eu des belles perfs, mais au classement mondial, c'est vrai qu'à Paris, on avait 5 coureurs fin 2023, donc au classement UCI des nations, on était cinquième, mais on a failli être sixième. Pourquoi je dis ça? Ça nous permettait d'être 4 coureurs, pardon, j'ai dit 4 coureurs à Paris et non pas trois. Là où, à l'époque, où en 2019, 2020, on était première ou deuxième nation mondiale. Mais c'est pas tant le classement qui m'intéresse. C'est parce que forcément, quand le vélo rétrograde un petit peu dans la hiérarchie, c'est qu'il y a l'ensemble des performances qui est peut-être un petit peu moins élevé que ce qu'on a pu l'être, ce qu'on est capable de faire peut-être. Donc voilà, on a une génération qui s'en va tout doucement. Romain Bardet va arrêter. Julien est encore à son meilleur niveau, mais ça ne va pas durer encore 10 ans. Et on a des jeunes qui arrivent. On a des coureurs qui sont dans la moyenne d'âge, comme David Gaudu, qui sont encore capables de très très grandes choses, et heureusement, parce qu'il n'a pas 30 ans, le garçon. Et puis on a des jeunes qui arrivent, alors des très jeunes, des moins jeunes. Et voilà, mon souhait, c'est qu'on soit plus présent au très très haut niveau, parce que des victoires, on a eu beaucoup. Mais voilà, je suis certainement pas à dire il faut qu'ils se bougent. Je sais qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et j'y crois avec une progression et surtout voilà, ne pas tomber dans le truc, ah bah, à quoi bon, de toute façon, ils sont trop forts parce que le vélo, il n'y a pas que la force qui compte, quoi. Même si je suis pas bête, quand il y a un parcours difficile et qu'il y a des coureurs qui sont au-dessus du lot qui s'en vont, ouais, c'est dur d'aller lutter pour une sixième place. On se bat pas comme si c'était pour la victoire. Mais je crois que pour résumer, ce que je souhaite, c'est que le cyclisme français retrouve sa place tout en haut. Parce que là, on n'est pas loin d'être tout en haut, Hmm. même s'il y a beaucoup de victoires ou quoi, et je crois que les coureurs en sont capables et les équipes font un super travail pour permettre à leurs coureurs français de justement permettre au cyclisme français ouais, que quand il y a un super résultat, qu'on se dise, bah, punaise, c'est un coup d'une fois, quoi, que ça devienne récurrent et qu'on montre qu'on est là, la France, parce qu'on est là. La lettre au Père Noël est passée. On espère évidemment, nous aussi, de notre côté, que votre souhait se réalisera. Mais évidemment, le cyclisme français tout en haut, c'est ce qui nous fait rêver. Et on espère que l'équipe de France nous fera également encore rêver comme elle l'a fait ces dernières années, l'année prochaine. Merci Thomas Vauclair de cette interview sur Cyclisme Actu. On vous retrouvera avec plaisir l'année prochaine. Et bah, d'ici là, bonne fin d'année. Bonne fête à vous toutes et tous et à très bientôt en 2025.